au Zoom, mais il vous en... D'accord, c'est l'enregistrement. Ok, il n'y a pas de souci, on va commencer à travailler. J'espère quand même que tout le monde a eu le temps d'essayer de voir ce qu'on a fait dernièrement, surtout concernant la définition de nos objectifs et tout ça. Il reste difficile vraiment pour n'importe quelle affaire d'y exceller si nous n'avons pas vraiment d'objectifs clairs et bien d'autres. Donc, je compte sur vous que chacun puisse définir ses objectifs clairs. Aujourd'hui, puisqu'on introduit les marchés financiers dernièrement, aujourd'hui, on va essentiellement travailler sur l'analyse technique. Cette partie sera elle aussi divisée en deux. On va d'abord commencer par l'analyse technique, c'est-à-dire l'analyse des graphiques, et puis on va prendre avec l'analyse mathématique ou encore l'analyse logique où on va utiliser les indicateurs techniques pour pouvoir analyser les cours des prix. Et lorsqu'on parle de l'analyse technique, il s'agit tout simplement d'un autre type d'analyse des prix, mais cette fois-ci, celle qui se concentre sur l'analyse du comportement du prix afin de pouvoir prédire la future évolution des prix sur les marchés financiers. Et s'il faut un peu retourner dans l'historique, c'est le type d'analyse qui était utilisé autrefois par les négociants du riz japonais à l'époque. Et ce n'est qu'au 21e siècle, à la fin du 20e siècle, le journaliste américain, c'était Charles Dawes, un journaliste américain spécialisé dans la finance. C'est vers le 21e siècle qu'il a publié une série d'articles décrivant exactement les lois qui régissent les hausses et les baisses des prix sur les marchés financiers. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'analyse technique, on pense à Shadow directement. Il était le premier à décrire les lois qui régissent l'évolution des cours des marchés financiers grâce à l'observation des graphiques. Et s'il faut parler de ces lois, tout le monde déjà l'utilise sans toutefois mentionner son nom, mais ce sont ces lois qui gouvernent aujourd'hui le marché financier. Et parmi ces lois, il y a la toute première loi qui dit que le prix reflète tout. The price reflects everything. Et selon cette loi, chaque dose stipule que la variation des prix sur les marchés financiers n'est pas aléatoire et qu'elle est tout subjective à une influence certaine sur les tendances des prix sur le marché. Lui pense, selon cette première loi, que si on observe un certain comportement du prix d'un actif financier, alors ce n'est rien d'autre qu'un reflet du comportement des investisseurs sur les marchés financiers. Et donc, il dit qu'à partir du prix en lui-même, on peut déjà décrire le sentiment des investisseurs sur les marchés financiers. Donc, selon lui, le prix reflète tout. Et selon sa deuxième loi, il dit in the market, tendencies roll. Que sur les marchés financiers, les tendances dominent le marché. Pourquoi il pense que les tendances dominent le marché? Il s'est rendu compte que lorsqu'on observe l'évolution des prix du marché financier, peu importe la période sur laquelle on observe, si on la divise en intervalles de temps égal, alors on se rendra compte rapidement que sur chaque intervalle de temps, il y a toujours une tendance qui domine le marché. Donc, selon lui, le prix reflète tout. Et vous pouvez essayer de l'observer à vos niveaux. Allez sur n'importe quelle unité de temps pour analyser le marché. Sur cette unité de temps, essayez de diviser en n'importe quel intervalle de temps, peu importe la longueur de l'intervalle, on verra toujours qu'il y a une tendance dominante sur chaque intervalle de temps, malgré les hausses et les baisses qu'on pourra avoir. Et selon sa dernière loi, il dit l'histoire se répète. Ça veut dire quoi? Dans une situation, lorsqu'une situation particulière arrive, la réponse du marché reste la même. Pourquoi ça reste la même? C'est généralement parce que les différents investisseurs ont fait généralement les mêmes écoles. Et donc, face aux mêmes situations du marché, ces investisseurs se comportent de la même façon. Et donc, le prix reflète les mêmes graphiques sur les courbes. Et comment est-ce que
l'analyse technique peut-elle nous aider? Elle peut nous aider déjà à étudier les changements du prix par le passé. Studying the price changes in the past. C'est un type d'analyse, comme on a répété, qui se focalise essentiellement sur l'historique des prix. Et à base de ces données, on peut anticiper la future évolution des prix. C'est essentiellement l'étude statistique du mouvement des prix du marché financier. Et autre importance de l'analyse technique, elle peut nous aider à prédire le futur mouvement des prix, tout comme elle peut également nous aider à définir les différents niveaux d'entrée et de sortie sur les marchés financiers. Donc, voilà en gros en quoi va consister l'analyse technique. S'il n'y a pas de questions jusqu'ici, on va avancer. OK. Pour pouvoir étudier les prix, on peut utiliser plusieurs types de graphiques. Nous avons par exemple les graphiques linéaires. Les graphiques linéaires sont simplement ce type de graphiques qui sont construits par jonction des différents prix de fermeture d'un actif particulier, peu importe l'unité de temps. C'est un peu comme on voyait en statistique, il fallait représenter un nuage de points et puis relier ces différents points à l'aide d'une courbe. C'est exactement ça en quoi consiste l'analyse, l'utilisation des graphiques linéaires. Comme le nom l'indique, le graphique, il est vraiment linéaire. Et c'est un graphique qui est généralement utilisé pour nous aider à identifier la tendance dominante sur le marché. En dehors de celle-ci, nous avons aussi les graphiques en barre. Les graphiques en barre, comme le nom l'indique, c'est ce qu'on voit souvent en statistique. On appelait les diagrammes en bâton. C'est ça le graphique en barre des bar charts sur le marché financier. Et le graphique en barre a exactement les mêmes caractéristiques que les chandeliers japonais. Et le modèle le plus utilisé aujourd'hui sont les chandeliers japonais. On va se focaliser sur les chandeliers japonais, puisqu'à partir de ceux-ci, tout le monde pourrait déjà utiliser les graphiques en barre. Et chandelier japonais, juste parce que ça a la forme des bougies, c'est tout simplement ça. Et voici un exemple de graphique de prix avec les chandeliers japonais. On verra par exemple un corps, on veut une série de bougies rouges et vertes selon les couleurs qu'on a choisies, mais par défaut, sur beaucoup de plateformes de trading, il y aura tous les rouges et les verts. Les rouges qui symbolisent les marchés baissiers et les verts qui symbolisent les marchés haussiers. Pour aller plus en détail, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un chandelier japonais, on va aller pas à pas et décrire ce que c'est un chandelier japonais. Eh bien, lorsqu'on observe, par exemple, euh, l'évolution du prix sur une période donnée, on verra un couple comme celle-là. Ça peut être un marché haussier. Supposons qu'on est en train d'observer notre marché sur une journée. Ce qui nous intéresse généralement sur un marché, c'est quoi? C'est si on observe notre marché sur une journée, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est où était le prix au début de la journée, c'est-à-dire à minuit. Et aux dernières informations qui nous intéressent, c'est à minuit ou alors à 23h59, où était le niveau du prix. On parle donc du prix d'ouverture et du prix de fermeture du prix. Ici, on voit clairement que le marché a ouvert en bas et a fermé en haut. C'est vrai qu'il y a eu des variations au courant de la journée, mais ce qui nous intéresse, c'est le prix d'ouverture et le prix de fermeture. On voit bien que entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture, il y a eu une hausse. C'est pourquoi on voit ici une bougie avec le corps qui est vert. Et si on continue, on se rend compte que au courant de la journée, il y a eu un point le plus bas, bien que ce n'était pas le prix de fermeture, mais il y a eu un niveau le plus bas atteint par le prix. C'est ça qu'on appelle l'extrémité, le prix le plus bas. Et en avançant également,
on voit que loin du prix de fermeture et du prix d'ouverture, il y a eu aussi un plus haut sommet atteint par le prix. Le chandelier japonais est alors ce modèle graphique qui représente à la fois le prix d'ouverture et le prix de fermeture, mais en même temps, les queues de la bougie représentent les extrémités des prix atteints au courant de la journée. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? Et la même chose se passe, mais lorsqu'il s'agit du diagramme en bâton. On verra par exemple que pour un diagramme en bâton qui est rouge, on aura le prix d'ouverture qui est symbolisé par un crochet du côté gauche de la barre et le prix de fermeture qui est symbolisé par un crochet du côté droit de la barre. On voit que entre ces deux crochets, la différence est plutôt positive. Et pour un marché baissier, c'est la même chose exactement. Là, il s'agit d'un marché baissier et on observe le même comportement. Est-ce qu'il y a une question jusqu'ici? Ou alors devrais-je encore expliquer la bougie rouge, comment est-ce qu'elle se comporte? Une question jusqu'ici? OK, s'il n'y a pas de question, on va avancer. Ça veut dire que tout le monde comprendra le comportement des bougies rouges et vertes observées sur le marché financier. Et parlons des tendances sur le marché financier. Lorsqu'on parle de tendance, on parle tout simplement d'une direction suivie par le prix. Cette direction peut être haussière ou baissière. Une tendance est simplement une certaine direction prise par le prix, c'est tout. Et sur ce graphique qu'on voit, on voit qu'il y a une tendance haussière, une tendance horizontale et une tendance baissière. Tendance haussière, tout simplement pour dire que au fur et à mesure qu'on avance avec le temps, les prix évoluent de plus en plus vers le haut. Et lorsqu'on parle de tendance horizontale ou alors tendance latérale, les prix moyennent autour d'une barre horizontale, tout simplement. Ça ne voudrait pas dire que le prix reste statique sur cet intervalle de temps. Non, le prix ne sera jamais statique, puisque dire que le prix est statique signifie que, en réalité, il y a eu un équilibre constant entre acheteurs et vendeurs, ce qui est impossible. Il y a toujours un déséquilibre et donc le prix reste en mouvement constant. Mais le plus important ici est que lorsqu'on parle de tendance latérale, ça veut dire que le prix évolue autour d'une barre horizontale simplement. Les prix moyens autour d'une barre horizontale. Et pour une tendance baissière, les prix évoluent vers le bas. Et donc, si on identifie par exemple les sommets de plus en plus hauts, on verra qu'ils sont haussiers. Et pour une tendance baissière, on verra les sommets de plus en plus bas ou alors les extrémités bas de plus en plus bas euh, par conséquent. Et si on parle de tendance haussière et tendance baissière, ça veut dire qu'il faut aussi identifier les différents niveaux où une tendance haussière peut devenir baissière ou alors devenir horizontale. Et par expérience, on constate que chaque fois qu'une tendance va changer, on observe toujours un certain comportement du prix. On voit donc souvent des extrêmes et ce qu'on appelle souvent des fractales. Un extrême en ce qui concerne l'analyse graphique est tout simplement une série de trois bougies, parmi lesquelles celle du milieu est soit plus haute que toutes les autres, ou alors plus bas que toutes les autres. Un peu comme on observe ici. Ici, la tendance, elle est haussière. Et on voit qu'à chaque fois que le prix, que la tendance veut baisser, ou alors que le prix veut baisser, il y a une série de trois bougies. Et lorsque le prix veut remonter, une série de trois bougies encore. C'est ceux-là qu'on appelle souvent les 2J et bien d'autres. On va étudier ceci plus en détail lorsqu'on va observer les différents modèles graphiques. Aujourd'hui, c'est vraiment une introduction globale en ce qui concerne l'analyse technique. Et on va aussi voir ce qu'on appelle les fractales. Ce sont tout simplement des séries de 5 bougies
et donc seulement celle du milieu indique exactement le changement brusque de tendance. On va les utiliser surtout lorsqu'on va commencer les phases pratiques. Et sur le graphique, voilà exactement comment ça s'observe. On voit qu'à chaque fois qu'il y a des séries de 3 bougies ou alors de 5 bougies avec celle du milieu au sommet, généralement, il y a eu un changement de tendance. Comment construire des fractales? On va voir cela lorsqu'on va commencer nos phases pratiques. Maintenant, méthode de construction des niveaux horizontaux. Les niveaux horizontaux sont exactement ceux qu'on appelle les niveaux psychologiques ou alors les lignes de support et de résistance. Il y en a exactement de support et résistance. Que la tendance elle soit haussière ou baissière, on peut toujours identifier ces différents niveaux. Et comment les construire? Pour pouvoir les construire, on peut tout d'abord commencer par identifier les niveaux extrêmes, tout comme on a vu précédemment, les extrêmes, c'est-à-dire les séries de 3 bougies en hausse ou en baisse. Une fois qu'on les a identifiés, tout comme ici, on peut déjà avoir un sommet le plus haut. Et lorsqu'on l'identifie, on peut toujours sur la même unité de temps regarder un autre point et à partir de 2 points, on peut tracer une ligne de support ou de résistance. Et une ligne de support est simplement une ligne qui repousse le prix vers le haut à chaque instant. Ce n'est pas toujours vrai, mais cela arrive avec de grandes probabilités. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne se sert pas d'un simple niveau de support et de résistance pour pouvoir trader. Et bien, lorsqu'on parle de résistance, il s'agit tout simplement de ces niveaux qui rejettent les prix vers le bas, donc qui empêchent, comme le nom l'indique, résistance empêche le prix d'évoluer vers le haut. Et entre un support et une résistance, à chaque fois que le prix évolue entre ces deux lignes, on dit que le prix évolue dans un canal. Ce canal il peut être haussier ou baissier. Et logiquement, à chaque fois lorsqu'on parlerait de tendance baissière, on pourrait toujours tracer un canal baissier. Et lorsqu'il s'agirait d'une tendance haussière, on pourrait toujours tracer un canal baissier. Tout comme ici, on a une tendance latérale, on a pu tracer un canal latéral. Et de quelle manière ces différents niveaux peuvent nous aider? Les niveaux de support et de résistance, ils peuvent nous aider à prendre des positions et même de placer nos stop loss ou bien nos take profit, puisqu'on sait déjà que leur réaction sur les prix est de rejeter les prix, tout simplement. Ils repoussent les prix soit vers le haut, soit vers le bas. Et comment entrer en position en utilisant les niveaux de support et de résistance? Un instant. Il est toujours important de veiller à ne pas entrer sur un actif lorsque le prix évolue au milieu du canal. Pourquoi? Lorsque le prix est au niveau du canal, personne n'a idée ou alors nous ne sommes pas très sûrs de quelle direction le prix il va prendre. Donc, plus on se rapproche du milieu du canal, plus l'incertitude sur la future évolution du prix, elle est grande. Et donc, on nous déconseille fortement, lorsqu'on se sert de l'analyse technique, d'entrer lorsque le prix évolue au milieu du canal. S'il n'y a pas de question, juste ici, on va évoluer. Et puis, on va aller sur des graphiques en direct pour montrer exactement comment tracer ces niveaux de support et de résistance, que ce soit sur MetaTrader ou alors sur la plateforme trading Grand Capital. Ici, c'est simplement une emphase pour montrer comment est-ce que les niveaux de support et de résistance réagissent souvent sur les prix. Ils peuvent servir, par exemple, on peut parler des niveaux de résistance ou de support fort lorsqu'on voit que le prix frappe ces niveaux déjà au moins 2 fois. Dès la deuxième fois, on peut dire que le niveau de résistance
il est fort. Et il peut aussi servir de niveau miroir. Généralement, lorsque le prix traverse un niveau de résistance vers le haut ou un niveau de support vers le bas, il se comporte comme un niveau miroir tout simplement. Miroir, pourquoi? Le miroir a cette capacité a cette caractéristique de pouvoir renvoyer l'image lorsqu'elle reçoit un rayon lumineux. Ça se comporte de la même façon lorsque le prix traverse généralement un niveau de résistance vers le haut ou un support vers le bas. Comment ça se passe? Généralement, ce qu'on observe ici, les traders l'appellent des pullbacks, c'est-à-dire des niveaux de retest. On voit qu'ici, le prix a traversé le niveau de résistance, est monté et puis est rentré refrappé là. Cette zone est ce qu'on appelle un point miroir et le niveau devient un niveau miroir, c'est-à-dire rejette désormais le prix. Il devient un niveau sur lequel le prix vient prendre l'élan pour ressauter. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez qu'on déconseille les traders d'entrer sur une position lorsque le prix vient de traverser un niveau psychologique, c'est-à-dire un niveau de support de résistance. Parce qu'il y a de fortes probabilités que ce soit une cassure du niveau qui ait lieu. Raison pour laquelle on recommande d'attendre quand même une confirmation avant d'entrer en position. Eh bien, là, c'est un peu une application directe sur les prix. Nous allons l'appliquer sur les prix en direct tout à l'heure. Et en ce qui concerne les traders qui entrent sur des niveaux de support ou de résistance, on peut avoir trois différentes façons d'entrer. On peut avoir, par exemple, des traders qui entrent de manière agressive, ceux qui entrent plutôt avec une stratégie modérée, ou ceux qui entrent de manière agressive sont ceux-là qui attendent, parce qu'ils espèrent un rebond au niveau d'un support, ils entrent généralement avec ce qu'on appelle des pending orders, des ordres limites, parce qu'il est très sûr que le prix serait renvoyé là. Il veut entrer au point le plus bas parce qu'il veut également beaucoup gagner. Il place un ordre limite là et dès que le prix arrive là, son ordre est placé directement vers le haut. Et pour celui qui est un peu modéré, il prend tout son temps. Si c'est par exemple une cassure de la tendance, une cassure d'un niveau de support ou de résistance qu'il attend, il attend toujours qu'il y ait une première bougie qui confirme qu'effectivement, le prix a été cassé. Pour celui qui est alors plutôt un trader, par exemple, équilibré, il attend parfois jusqu'à deux bougies pour confirmer. Pour celui qui est très, très conservatif, il peut attendre jusqu'à trois bougies de confirmation avant d'entrer en position. Et là, c'est juste une emphase sur la description dont on vient de faire. Méthode pour construire un canal. Pour construire un canal, il y a deux manières de faire. Les canaux, on peut reprendre, les canaux sont simplement ces intervalles dans lesquels les prix peuvent évoluer en un certain moment donné et pour une certaine période. Ce n'est pas pour toujours. Peu importe la durée d'évolution des prix dans un canal, il y aurait toujours un moment où le prix va évoluer en dehors du canal. On va parler d'une cassure du canal. Pour pouvoir les tracer, il y a deux façons de le faire. On peut aller dans la plateforme où on est et puis on utilise les lignes de support et de résistance. On trace une ligne de support, une ligne qui envoie constamment les prix vers le haut et une ligne de résistance, une ligne qui envoie constamment les prix vers le bas. Et l'ensemble des deux lignes pourrait définir ce qu'on appelle un canal. Et sur cette base, on peut entrer soit à la vente ou à l'achat, dépendant de nos stratégies de trading. Mais on pourrait jumeler jusqu'à deux indicateurs pour pouvoir entrer en position. Ne pas servir simplement d'un niveau de support ou de résistance pour prendre position sur les marchés financiers. On risque de se tromper le plus souvent.
Et la deuxième façon de pouvoir construire les canaux est simplement d'identifier une tendance grâce à l'utilisation des moyennes mobiles, par exemple. Si on constate que les prix évoluent constamment, par exemple, au-dessus des moyennes mobiles, on peut donc construire des canaux haussiers ou bien baissiers, dépendant de nos stratégies de trading et donc de l'unité de temps aussi. On recommande pour pouvoir identifier un marché et dire le marché il est haussier ou il est baissier. On recommande fortement de toujours l'utiliser sur au moins 3 unités de temps. On peut choisir, par exemple, pour avoir des niveaux des tendances vraiment dominantes, on peut se servir des unités de temps, par exemple, une semaine, par exemple, dépendant du style de trader. Une semaine est fortement recommandée parce que un prix qui évolue dans une certaine direction sur une semaine montre tout simplement un grand mouvement des investisseurs dans une certaine direction. Et généralement, ces mouvements, lorsqu'ils s'observent déjà sur 2, 3, 4, 5 semaines, le mouvement risque de se reprendre sur au moins 3 mois. Et après l'unité de temps, une semaine par exemple, on peut décider d'aller par exemple sur un graphique journalier. Le but ici est toujours de rechercher les tendances qui dominent le marché. Et au fur et à mesure qu'on va diminuer le temps, on pourrait toujours voir la tendance vraiment qui persiste. Et une fois qu'on a pu identifier la tendance qui persiste, on décide donc d'entrer en position dépendant de ces mouvements-là. Est-ce qu'il y a une question jusqu'ici concernant les niveaux de temps, les niveaux de support et de résistance et en ce qui concerne les tendances haussières ou baissières sur les marchés financiers? Parce que peu importe ce qu'on verra par la suite en utilisant des indicateurs techniques, ça sera toujours pour pouvoir identifier les tendances. Et c'est d'ailleurs la deuxième loi de Charles de Gaulle qui dit que les tendances dominent le marché. À chaque fois qu'on sera en train d'étudier sur l'analyse technique, on reviendra constamment sur les 3 lois de Charles de Gaulle qui régissent l'évolution des prix sur les marchés financiers. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'on va essayer de s'éloigner de ces lois, on va très souvent se tromper. Les tendances dominent les marchés et l'histoire se répète et en même temps, le prix lui reflète tout. Donc, selon ce journaliste, on n'a pas vraiment besoin de faire de l'analyse technique, bien qu'on le fait toujours très souvent. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ceci? Une question par rapport à ceci. Alors, si l'appel se coupe, je vous recommande de vous reconnecter avec le même lien pour qu'on essaie d'aller sur les graphiques en direct pour voir comment retrouver les niveaux de support et de résistance sur les marchés en direct. On peut se reconnecter avec le même lien, s'il vous plaît.